Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Speak Up. Notre invité du jour s'est fait connaître dans l'industrie du rap sous la forme d'un binôme de compositeurs-producteurs appelé Animal Son. Il est à l'origine de morceaux classiques tels que Reste en chien de Booba La Fouine, Mon autobiographie ou alors du légendaire Boulby du Duc de Boulogne. Avec nous aujourd'hui, Marc d'Animal Son. Salut Marc. Salut. Ça va ? Plaisir d'être avec vous. Plaisir de t'accueillir aujourd'hui. On va directement rentrer dans le vif du sujet, Marc. Directement, est-ce qu'il y a une recette à un morceau intemporel, à faire une prod d'un morceau intemporel ? Une recette Une recette, s'il y en a une, bien sûr. Non, je dirais c'est plus un conditionnement ou un entraînement. Toi qui est dans le sport aussi, tu sais que c'est la répétition qui fait que. C'est quand tu te... C'est comme je pense quand tu écris les lyrics, c'est pareil. Plus tu fais et plus ça vient naturellement. Et c'est aussi... dans mon cas, c'est plus d'avoir une intention, de transmettre un sentiment. Plutôt que... Moi, je sais que j'aime bien visualiser mes sons dans ma tête plutôt que de chercher sur le clavier comme ça, tu vois, d'errer à la recherche d'une mélodie ou quoi. Je préfère chanter dans ma tête des mélodies et les transcrire après. Parce que, je sais pas, c'est une manière plus... à la fin, ça rend la musique plus naturelle. Et comme je disais, c'est vraiment... Mon but, moi, c'est que les gens, ils ressentent quelque chose, en fait, quand ils entendent la musique. C'est pas que juste ils entendent une mélodie ou un truc comme ça, donc voilà. Et puis, c'est marrant, ça me fait plaisir que tu me dises intemporel, parce que moi qui suis un peu... je kiffe la modernité, les trucs, les dernières tendances et tout, et c'est rarement en étant comme ça, finalement, que tu restes dans le temps, finalement, parce que quand t'es toujours dans la dernière tendance, ça passe aussi vite que c'est arrivé, mais voilà, ouais, puis c'est juste d'être naturel et de vouloir vraiment retranscrire un sentiment ou une sensation, une émotion, exactement. Et c'est important pour toi justement de mélanger toutes ces influences et de les regrouper en un. Oui, parce que c'est ce qui fait aussi ma différence, quelque part. Enfin, c'est ce qui est important dans la musique, c'est d'être singulier. Donc de tout mélanger. Et moi, je sais que je rigolais avec Booba, je lui disais, ouais, mais tu sais que moi, je suis un hard rocker infiltré dans le rap. Et pareil, comme je te disais, tu vois, tu peux retranscrire des sentiments, comme disait Pharrell Williams, il disait, nous, on fait du rock sans guitare. Ça. Tu vois, c'est exactement un peu la rébellion au final, passer un message. Voilà, et puis essayer de changer les codes, parce que moi, je suis pas... tu vois, le hip-hop, c'est quand même une culture, c'est un truc, il y a eu des grands... Je peux pas l'appréhender, tu vois, je peux pas me foutre de sa gueule et faire n'importe quoi avec. C'est un truc, c'est important de respecter. C'est comme si quand t'es chef cuistot, c'est quand t'as un bon produit, tu vas pas le foutre au micro-ondes, quoi. Exact. Et le hip-hop, c'est pareil. Moi, je peux pas le foutre au micro-ondes, quoi. Je suis obligé de respecter. Et en même temps, le respecter, c'est d'y apporter mes propres influences qui n'appartiennent qu'à moi, finalement. Donc voilà. Mais c'est le niveau des influences, il y a tout. Ça peut être DJ Premier, moi je sais que le plus gros album qui m'a influencé, c'est peut-être Lifetime Volume 3 de Jay-Z, celui qu'il avait fait avec Timbaland Swizz Beatz. Ouais, je peux dire ma plus grosse influence dans le rap, c'est peut-être Swizz Beatz, plus que Timbaland, parce qu'il a une manière sauvage de faire de la musique et instinctive et qui se ressent à la fin à l'écoute, quoi. Et justement, quand on parlait d'ambiance rock, rap, forcément, il y a un morceau qui vient à l'esprit, c'est le morceau de Jay-Z et Linkin Park. Ouais. Donc, est-ce que c'est un peu ton ambiance, ton thème, un peu les ambiances rock, rap ? C'est pas exactement forcément mon ambiance, parce que Jay-Z et Linkin Park, c'est plus une espèce de fusion. Moi, ce que j'appelle une fusion, en fait. C'est quand tu mélanges les deux, mais mélanges les deux, mais que... moi, je veux faire une osmose, plutôt. Une osmose plutôt qu'une fusion. Voilà. On va y venir peut-être, mais avec des morceaux comme Illégal ou Danse pour moi de Mala. Je voulais pas que ça sente que il y a de l'électro mélangé avec du rap, forcément. Je voulais qu'à la base ça sonne rap. C'est un vrai mariage. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un vrai mariage pour que, comme je dis, moi, la musique, tu peux prendre une boucle, faire un beat, tu vois ce que je veux dire, les superposer, et ça fera juste 1 et 1 font 2. Mais quand t'as l'osmose et le bon truc, ça fait 1 plus 1 fait 3, quoi. T'as un élément magique qui vient de nulle part, qui se crée. Et que, ouais, Jay-Z Linkin Park, c'était plus vraiment... tu prends du rock et du rap et tu les mets ensemble, quoi.
On voit bien quand même la séparation au niveau du voilà, son. Exactement, il y a la partie rap, il y a la partie rock, mais toi c'est vraiment un univers et on écoute finalement du rock sans s'en rendre compte ou du rap sans s'en rendre compte. Exactement, c'est plus ça, ouais. Et comment justement tu composes un son? Combien de temps ça te prend? Parce qu'on se rend pas forcément compte, mais... Alors, c'est toujours ce que je disais, c'est que la plupart des sons qui ont fait des succès, après, c'est des sons que j'ai fait en une demi-heure, en fait. Où c'est venu comme ça tout d'un coup. Bulbi, ça m'est tombé, la mélodie, elle m'est tombée comme ça tout d'un coup dans la tête. Et c'est là où j'en reviens sur le fait que quand... Moi, je sais pas pourquoi, mais pour moi, en tout cas, les sons qui naissent dans ma tête d'abord, avant de les retranscrire sur le clavier, ça marche toujours mieux que si je suis là en train de chercher une mélodie. C'est l'instant. Ouais, voilà, c'est ça. Et justement, c'est plus je fais de la musique et plus je vais avoir des mélodies qui m'apparaissent comme ça toutes seules dans la tête. Mais c'est vrai que c'est un peu comme dans la photographie, en fait, tu cherches à saisir un moment. Et c'est pour ça que quand moi, Bulbi, bon, c'est vrai qu'il y a eu quand même deux phases. C'est que j'avais mis un beat rock justement dessus, complètement rock. Et Booba, il a écouté le son, il m'a dit ouais, j'aime bien, mais il y a un petit truc. Non. Et après, je me suis dit tiens, je vais mettre de la 808 dessus. Comme c'était l'époque où Lil Wayne il commençait à exploser et tout ça, je me suis dit tiens, je vais mettre de la 808 et boum, tout de suite le truc. Mais sinon, la base, j'ai juste remplacé mes sons de batterie. Et j'ai gardé à peu près le même pattern que j'avais fait au début, quoi. Mais en tout cas, le Bulbi, ouais, ça a été 45 minutes tout au plus. Voilà. Reste en chien, pareil, c'était justement, Reste en chien, j'avais ce truc-là, je voulais pas me prendre la tête avec les sons. Je voyais Scott Storch, il faisait que des sons avec un motif 8 qui est un synthé, qui est un synthétiseur. Et il se prenait pas la tête. Moi, j'avais écouté les sons qu'il avait passés pour Booba. Donc il n'était pas mixé et tout. Et je voyais que le mec, il faisait tout avec les sons du synthé. Et voilà, il se prenait pas la tête. En fait, c'est... Pour garder la spontanéité de la chose, c'est mieux de ne pas se prendre la tête. Et après, tu peux revenir. Bon, après, il y a des sons aussi où j'ai dû passer, je sais pas moi, 3-4 jours dessus quand on était pris. Mais c'est moins généralement... spontanéité. Ouais, voilà, donc en fait, c'est des années de travail pour réussir à faire 45 minutes de magie. Voilà. Pour l'éternité. Voilà. C'est un peu la formule. Ouais, mais c'est ça. C'est vraiment comme le sport ou les sports de combat. Comment dire, c'est répéter encore les gestes jusqu'à ce que ça te saoule, mais qu'à la fin, c'est du pas instinctif devienne instinctif, en fait. Okay. C'est ce qu'on pourrait appeler de l'acquis par rapport à l'inné, mais c'est en fait les trucs que t'acquiers, il faut que ça devienne inné à un moment. Et ça, c'est comme disait si bien Lil Wayne, la répétition, quoi. Et justement, donc tu as parlé, quand tu composes en fait un morceau, est-ce que tu composes un morceau sur mesure pour un artiste, ou est-ce que tu composes ton morceau et tu te dis, tiens, cet artiste, il serait bien sur ce morceau? J'arrive à appréhender un peu mieux la chose maintenant, mais avant, à chaque fois que je voulais partir dans un délire, genre je veux faire un son calme, je finis par faire un son violent, tu vois. Ou je veux faire un son violent, je finis par faire un son calme. Donc je me mets jamais quand je commence une session, quand je commence à bosser, je me mets jamais de trucs... je vais faire pour ci ou pour ça. Après, comme je fais pas mal aussi, j'ai fait pas mal de remix et tout, ça te conditionne, tu dois faire dans un style donné. Mais non, il n'y a vraiment pas de règle. La seule règle, c'est de se faire plaisir. Et moi, ma règle, c'est de faire de la musique que j'aimerais écouter, en fait. Donc, quand j'ai plaisir à me réécouter, après, généralement le lendemain, parce que des fois, tu es là, tu travailles toute la nuit, puis tu reviens le lendemain, tu fais « Oh putain, c'est quoi, c'est tout nul ». Et en fait, par exemple, Illégal, quand je l'ai fait, je suis sorti du studio, je me suis dit, putain, c'est quoi ce truc-là? C'est bien ou c'est pas bien? J'en sais rien. Et j'ai dormi, je suis revenu le lendemain, je me suis dit, ah ouais, putain, quand même. Il y a quelque chose. Là, ouais. Et donc, mais est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, de dire, toi, ouais, le morceau est bien, et au final, de voir que le public ou les gens à qui tu proposais le morceau, ça ne trouvait jamais preneur? Ouais, il y en a. Je sais que c'est Booba et Brahms qui me disaient souvent... putain, il y a des instrus à toi, on les kiffe, on les écoute toute la nuit, mais on n'arrive pas à les lyriquer dessus parce qu'elles nous font trop voyager, tu vois. Donc il y a des instrus qui ont peut-être jamais été prises, tu vois ce que je veux dire, que j'aurais bien aimé, mais bon, c'est ça aussi le game, c'est
c'est que, d'autant plus maintenant, c'est que nous, on a un support pour le rappeur, en fait, parce que ce qui reste important à la fin pour faire un hit, c'est les paroles. Hein. Si Bulbi c'est devenu le hit qu'il est, c'est grâce aux paroles, quoi. C'est qu'il a fait des bêtes de paroles de club qui sont pas sucrées, qui sont pas à l'eau de rose ou quoi. Et voilà, quoi. Mais c'est la première truc de faire un hit, c'est les paroles, quoi. C'est les paroles. Mixé aussi bien sûr à l'instru. Ouais, voilà. Après, ça fait, comme je dis, ça fait une osmose. Une osmose. Et comme je disais, transmettre une émotion. Moi, je sais que Bulbi, ce que je voulais, c'était que ça donne envie aux gens de faire les cons, quoi. Tu vois, ça donne envie de faire le débile sur la piste, c'est tout, quoi. Voilà. Et puis dans le dancehall, c'est ça. Enfin, c'est la comment dire, la philosophie de. Bah, dancehall, ça porte bien son nom, quoi. C'est ça. Donc voilà. Et justement, en fait, je trouve que à travers tes instrus, t'as un réel univers que j'arrive à reconnaître, que j'arrive à percevoir, ayant grandi avec toutes ces musiques que tu cites. Est-ce que justement tu préfères utiliser des instruments classiques ou alors plus des sonorités électroniques? Qu'est-ce que toi tu préfères Alors moi justement, je suis très fan de sonorités électroniques venant de l'ère dont je t'ai parlé, de Bounty Killer, de Beenie Man et de tout ça. Je suis très très fan de sonorités de synthé. Et c'est mon truc, moi, c'est le dancehall m'a appris, c'était d'apporter des nouvelles. C'est les premiers, c'est les Jamaïcains qui m'ont appris à prendre des sons des sons de basse de dance pour en faire des trucs qui appartiennent qu'à nous, quoi. Enfin, Et donc, mais dès que j'ai un riff avec un vrai instrument, c'est toujours mieux de poser un vrai instrument. Et c'est comme Dr. Dre il fait. Et après, moi, ma philosophie, c'est pas la même de composition, c'est pas forcément la même que Dr. Dre, parce que Dr. Dre, il prend plus des samples de funk, donc qui sont faits avec des vrais instruments, qui fait rejouer lui avec des vrais instruments. Mais c'est vrai que, au final, dans un mix, dans un morceau, un vrai instrument, il va se détacher plus facilement de la voix et des autres éléments que un son de synthé. Mais après, moi, voilà, des fois, j'ai pris des vrais instruments. Par exemple, hors saison, bon là, il n'y a pas encore la guitare. Donc là, c'est une sonorité, là, c'est quoi? Ça, c'est les drums, bon, c'est des drums de synthé. Dans les coups bas, je pourrais écrire tes textes avec mais en plus, on revenait de faire One Wonder et Booba à New York. Et c'était en descendant de l'avion, j'ai fait le son parce que c'était. Voilà. C'est là. Ouais, voilà. Donc là, c'est une vraie guitare. C'est une vraie guitare, ouais. Après, moi, j'ai une petite guitare pourrie. La première guitare électrique que j'avais achetée. Mais voilà, c'est, comme je dis encore, c'est l'intention. Quand t'as l'intention, pareil, c'est les Jamaïcains qui m'ont appris que même avec peu de moyens, moi les premiers Lunatiques, j'avais pas d'MPC 3000, j'avais un S2000, j'avais pas le matériel que la plupart des producteurs ils avaient, mais justement, ta faiblesse, il faut en faire une force. Tu peux en faire une force. Et ça c'est les Jamaïcains du dancehall, Junior Reid, qui me l'ont appris. Cette culture un peu de faire avec ce que t'as en fait. De faire avec ça. Bah, les ragamuffins, ils disaient c'était les débrouillards, quoi. Mais c'est ouais, vraiment, tu fais, et puis si ça marche pas, c'est pas grave, hein. C'est juste que ça marche pas, à la fin, c'est pas si grave, quoi. On a eu une période, on a eu le jazz, ouais. On a eu la pop, on a eu le rock. Le rock, ouais. Aujourd'hui, on a le rap qui domine. Ouais. Il y aura forcément un moment où on aura un autre mouvement. Ben, je pense que le rap c'est parti pour durer. Ouais. Et après, moi, comme je disais, c'est le DM. Tout ce qui est venu, tous les enfants de Daft Punk. Moi, je sais qu'il y avait un moment quand Rick Ross est arrivé, c'est le moment, c'est un peu la naissance des type beats. Et moi, les type beats, c'est un peu à l'inverse de ma philosophie. Parce que, c'est vrai, je viens du boom bap un peu. Enfin, d'un truc entre le boom bap et après Swiss beat et tout ça. Mais je sais qu'à l'époque, il fallait être original. Il fallait jamais refaire la même chose que tu avais fait avant. Et maintenant, alors que maintenant, les gens, ils veulent tous, enfin, c'est ce que j'appelle la génération TikTok, ils font tous les mêmes choses, quoi. Et donc ouais, le DM, moi, c'est à l'époque de Rick Ross, à l'époque où Rick Ross il est arrivé, j'ai commencé à écouter un peu moins de rap. Et je faisais un peu moins de musique parce que ça m'appelait moins, quoi. Et puis après, j'avais un pote qui me disait ouais, les jeunes ils écoutent tous du dubstep, nanana. À un moment, je suis allé sur Google, j'ai tapé dubstep, j'ai vu c'était Skrillex. J'ai écouté Skrillex et j'ai fait ok, c'est ça que je veux faire maintenant. Parce qu'il y avait des sonorités que j'avais jamais entendues, donc ça te donne un sentiment, te renouveler en tant qu'artiste. Voilà, exactement, qui est nouvelle et qui est voilà, et puis finalement maintenant.
je reviens au rap parce que je trouve qu'il y a plein de choses intéressantes qui se font dedans, avec l'arrivée de la drill, et puis maintenant le rap il a plus de frontières, quoi. Autant c'est devenu de la pop, mais t'as tout un éventail de rap, de différents types de rap, t'as de la trap, de la drill, comme t'as dit. Voilà. Et justement, donc pour garder ce niveau de créativité, t'es un peu parti sur le dubstep. Ouais. Mais qu'est-ce que tu fais dans ton lifestyle de tous les jours pour rester créatif, pour le truc, j'avoue, je fais pas tout le temps non plus, mais il faut toujours rester à l'écoute de ce qui se fait. Tu vois, toujours être... je sais pas, c'est comme si tu es entraîneur de foot, tu vas aller voir dans les petits clubs, tu vas faire du scouting, tu vois, et puis moi ce que j'aime bien, c'est Pharrell qui disait ça, il faut connaître ses classiques. Et il y a des nouveaux classiques, tu vois ce que je veux dire, et moi j'aime bien, même si y a des trucs, c'est pas forcément mon style ou ma branche, j'aime bien aller voir ce qui marche bien pour essayer de sentir ce qui marche bien dans le truc. Après, je vais l'incorporer dans la musique ou pas, mais on fait de la musique. Enfin, la musique, on l'a fait pour nous-mêmes, mais la finalité, c'est aussi qu'elle soit écoutée par des gens. Donc il faut. Et puis nous, on n'est pas là pour décider ce que les gens ils doivent aimer ou quoi. Et je dis pas, je fais la musique en fonction de ce que les gens veulent entendre, mais je fais la musique que je veux entendre en essayant qu'elle soit un peu accessible pour le plus grand nombre. Ouais. C'est important. Et au niveau du rap français, par exemple, quels sont les artistes avec lesquels tu as travaillé? Booba, ça a été essentiellement Booba. Après, je sais que, par exemple, moi j'avais commencé, c'était avec L.I.M. Le premier de Boulogne que j'ai rencontré, c'était L.I.M. de Mauvaise Langue. Et en fait, on avait fait un groupe ensemble avec Sir Dooms, L.I.M., Jay, Passepartout. Et moi, j'étais dans le groupe en tant que beatmaker avec L.I.M. Et en fait, on faisait des sons, on faisait des sons. Et puis, comme L.I.M. il habitait au Pont de Sèvres, il croisait Booba tout le temps et il lui faisait écouter les maquettes qu'on faisait au studio. Et c'est comme ça que Booba, il a dit ouais, je veux bien des sons de Viroflay là pour Lunatic. Et je veux bien écouter quelques sons pour l'album de Lunatic. Ouais. En fait, c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Et t'as composé combien de morceaux donc pour lui au final Je sais pas, sur Lunatic j'en avais 2, Clément il en avait 1. Après, ouais, je sais pas, ça a dû être en tout, moi solo, Clément solo ou nous à 2, on a dû en faire une bonne quinzaine, petite vingtaine. Une bonne quinzaine. Ouais. Quel morceau t'as réalisé et dont t'es le plus fier? Alors c'est là où il va falloir. Alors il n'y a pas un morceau. Après je vais dire Bulbi parce que Bulbi c'est celui qui a eu le plus de succès, on va dire, surtout qui a un peu fait arriver le rap français en club. Mais c'est plus une progression parce qu'il peut y avoir. Moi, ça a commencé, le morceau que j'ai kiffé, c'était HLM3, vraiment. HLM3. Ouais. Voilà. Et là où j'étais trop fier sur ce morceau, c'est que ça avait commencé avec une boucle. Et après, je me suis dit non. Moi, je voyais les DJ premiers, les Pitrock, les trucs comme ça. Ils prenaient la boucle, ils la découpaient, ils la rejouaient. Et en fait, ça donne un truc vachement plus hip-hop. Et c'est là, pareil, comme à l'époque, avec Clément, on écoutait des disques et on cherchait des boucles quoi, dans les disques. Et moi, ça me saoulait d'arriver en studio, d'écouter des disques pendant 1 heure pour trouver un truc. Et puis surtout, après, t'as la mélodie principale, mais il faut rajouter des trucs dessus. Donc je me suis dit, tiens, je sais jouer du synthé. Enfin, j'ai quelques notions vite fait. Au lieu de me prendre la tête à chercher des trucs sur les disques, je vais les jouer moi-même, ce que j'appelle le poivre et sel, ce que tu rajoutes par-dessus ta mélodie principale. Donc ça, c'était mon premier son où vraiment j'ai utilisé du synthé pour du rap. Parce qu'avant, je faisais du dancehall, donc c'était que du synthé, mais là, c'était le premier son où j'étais bien fier de ce morceau. Après, il y a eu l'inédit, où là, pareil, là, c'était... comme je disais, il faut visualiser. Là, je voulais faire un truc ambiance contine. Parce que les Jamaïcains, dans le dancehall, ils se font... Tu sais, souvent, c'est gentil. Mais à la fin, tu mets une grosse basse dessus et ça devient encore plus méchant le son que si tu fais une grosse mélodie menaçante ou quoi. Donc c'est ça, ouais, mélanger, tu vois, la douceur avec la dureté. Finalement, ça fait ressortir la douceur, elle fait ressortir la dureté. Et ça, c'était un son en plus où je me suis inspiré de pas grand chose, quoi. J'avais juste ce son de flûte que je voulais
je voulais utiliser. Et le concept, c'était de faire un son avec une mélodie très douce et gentille, mais qui soit dure à la fin. Et d'ailleurs, pour moi, c'était un son club, mais tu vois les paroles de Booba sur les... ça parle de crever les pneus du char, faire baisser le prix de l'immobilier. Mais c'est devenu club, non, ce genre oui, de voilà, c'est devenu club. Et en plus, club. ce truc-là, c'est que, peu importe, parce que l'inédit, c'est un des morceaux que souvent que les gens citent comme un des classiques de Booba, parce que les lyrics sont gueudins, quoi. Et il parle, justement, j'ai vu une interview de lui il y a pas longtemps où ça lui parlait de Black Lives Matter, c'est tout. Et c'est vrai que lui, c'est la condition. Moi, je sais qu'une des rimes de Booba, mes rimes préférées, la punchline de ouf, une des punchlines de ouf qu'il a sorti, c'est « J'ai 423 ans ». Et tu comprends tout de suite, tu vois, cette phrase-là, tu peux en écrire un livre, quoi. Mais tu comprends tout de suite de quoi il parle. Et donc, voilà, donc après ça, je voulais aller encore plus loin. Et puis avec lui, on avait... Je sais qu'il aimait bien me challenger. Lui, c'est ce qu'il voulait. Il voulait de l'original. Il voulait des trucs qui aillent toujours plus loin. Donc après, c'était un son que je kiffe vraiment, c'est Illégal. Parce que c'est... Moi, on m'a dit, il y a des gens qui m'ont dit, ouais, c'est un des sons qui a fait basculer le rap dans l'électro. Et pour moi, elle n'est pas du tout électro, en fait. Oui, j'ai pris un gros truc d'électro, mais un gros son de synthé d'électro, mais pareil, quand j'avais la mélodie au début, et j'avais pas encore les refrains et tout, mais je me suis dit, ouais, vu que c'est très électro, je vais le contrebalancer. Avec des sons un peu... ce qui m'a inspiré les violons du refrain, c'était Three Six Mafia, le rap de Philadelphie, qui était à la fois très trap et très soul. Et donc voilà, là tu peux balancer. Illégal qu'on va jouer d'ailleurs tout de suite. Un classique. Oh, voilà, allez. Pareil, l'intro là avec les gros coups de synthé, ça c'est une influence qui vient du dancehall des années 93-95. Donc t'arrives vraiment à mélanger tous ces univers pour nous ramener quelque chose. Tu vois, je balance du sel et c'est comme un cuistot. Tu vas mettre je sais pas quelle herbe avec quelle viande ou quoi, et après tu goûtes. Et puis si ça marche pas, t'enlèves quoi. Mais là en l'occurrence, ouais, ça marchait. Ça a marché. Ça a sacrément marché même. Nickel. Et puis après il y a eu Danse pour moi. Je crois que c'est celui d'après. Voilà, où là vraiment, je voulais prendre un truc de la. Pareil, encore une fois, tu vois, le morceau il était réfléchi. Enfin, la conception du morceau elle était réfléchie, c'est-à-dire que je voulais prendre un kit de synthé qui viennent de la dance 90 que je kiffais et en faire du rap. Et d'ailleurs, faut savoir que ce son-là, au début, il y avait un beat house dessus. Et Mala, elle était là, c'était pendant qu'on faisait l'album de Mala, elle était là et il entendait le son à travers le casque. Il me fait ce son-là, je l'aime bien, je vais le prendre. Et moi j'ai regardé, je fais mais attends-moi 5 minutes, juste je vais mettre un beat de rap dessus parce que je veux pas que tu rappes je veux pas que tu rappes sur un beat de dance. Encore une fois, comme je disais, le hip-hop faut respecter la culture, faut les codes. Je veux pas mettre la culture au micro-ondes. Top. Et puis voilà, et pour finir ah si, il y en a un où j'ai kiffé, c'était Profiter avec Mokobé. Parce que j'avais fait des sons pour Mokobé. Et Mokobé, je savais qu'il devait partir au Sénégal pour faire... C'est Youssou N'Dour là que j'entends. Voilà. Donc t'as même fait une prod pour Youssou N'Dour. Voilà. Incroyable. Youssou N'Dour, la légende du Sénégal. Ouais. Même ma mère, elle écoute pas trop de musique, mais elle avait une cassette d'Enya dans sa voiture et une cassette de Youssou N'Dour. Donc ouais, quand il m'a ramené le truc avec Youssou N'Dour et un autre morceau avec Salif Keita, j'étais comme un ouf, parce que c'est... Pour un producteur, c'est un plaisir de ouf d'avoir quelqu'un. D'ailleurs, c'était un peu comme quand Booba m'avait ramené Akon. C'était une surprise de gueudin. En plus, il m'avait appelé au téléphone, il m'avait dit ouais, j'ai une surprise pour toi. Et je savais qu'il revenait des States. Et généralement, je sais que Booba, pour ses potes, il ramenait plein de sap, tu vois. Donc je me suis dit ouais, il m'a ramené un sweet cool. Ah non, laisse tomber. C'est Akon. Dans le studio, il met le CD, il fait écoute. C'est Akon, putain de bordel. L'influence des États-Unis sur la France aujourd'hui ou sur la culture hip-hop, elle est toujours aussi présente? Alors, elle l'est, parce que. Elle est, en même temps, elle l'est plus. Parce qu'il y a tout un rap qui s'est développé. Je sais que dans le lyrixage, par exemple, tu vois ce que je veux dire, dans tout ce qu'on peut voir maintenant, c'est comme s'il y avait une grosse influence de la chanson française, parce qu'il y a une partie du rap qui est devenue un peu pop, pratiquement.
Et en même temps, tu as toute l'influence de la drill qui vient quand même de Chief Keef, de Pop Smoke et de tout ça. Donc elle n'est pas comme à mon époque. Et elle a plus été mélangée avec d'autres influences. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais c'est mon sentiment. Ok, nickel. Et enfin, dernière question. Quel artiste, ton artiste de rêve avec lequel tu aimerais collaborer? Alors moi, ça a toujours été... mon artiste pas mort préféré, mon rappeur pas mort préféré, ça a été Jay-Z, mais Jay-Z, il a plus choisi maintenant de rester dans le boom bap. Et après, sans le vouloir, d'une manière, pendant 5 minutes, j'ai collaboré avec lui parce qu'il avait chanté sur Bulbi pendant un de ses concerts au Zénith. Ah, sans ça. La magie du truc. Grave, exactement. Sinon, des artistes de maintenant, moi je dirais Travis Scott parce que j'aime bien son truc Rage en live, ce qu'il transmet en live. Bah justement, encore une fois, c'est un mec qui vient avec des chansons qui sont qu'on appelle un peu cloud ou quoi, mais c'est vraiment c'est l'équivalent des Metallica sur scène quand tu le vois, l'énergie qu'il transmet à ses fans, à la foule qui est venue l'écouter, c'est magique quoi. Donc moi c'est ce genre d'énergie que je recherche dans la musique. Souvent c'est vrai que mes morceaux c'est fait dans une optique pour le live quelque part. Et sinon comme ça tout de suite j'aurais dit peut-être Young Thug, mais Young Thug, je trouve que maintenant, il a plus tout à fait la magie d'avant. Donc, après, oui, il y a plein d'artistes que ce soit en France ou aux États-Unis avec qui j'aurais bien aimé collaborer. Bah, espérons que ça arrive. En tout cas, Marc, c'était un vrai plaisir d'échanger, une vraie culture, une vraie passion qu'on sent. Et espérons que ça dure encore le plus longtemps possible. Ça fait plaisir. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Speak Up. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.